Mamahuipala, reina eres de todo el Tahuantinsuyo. Solo tú. Mamahuipala, tú eres tan noble, tú das la vida en cada lucha por la integración. Madre eres, símbolo eres. Unidos, jamás será vencido. Hermanos, unidos. Puyaway kotichipuwe, soltera vida cheyaita. Oh, puyaway kotichipuwe, soltera vida cheyaita. Awapakospa, puskapakospa, kirikustaita. Awapakospa, puskapakospa, kirikustaita. Anyay. ¡Negros de mierda! Ahora van a saber quién es Don Manuel. ¡Tú lo ayudaste! No, ¿quién me ayuda, Sebastián? ¿Entonces quién fue? Nadie de lo barracón. Sebastián siempre hace las cosas solo. Pendant près de 4 siècles, les territoires quechua étaient sous l'emprise de l'Empire espagnol, qui les avait conquis au XVIe siècle. Les Quechua étaient assujettis à une domination coloniale qui les privait de leurs terres et de leur autonomie, afin de favoriser l'installation des colonies occidentales. Les Espagnols ont instauré un système de travail forcé appelé mita, obligeant les Quechua à travailler dans les mines d'argent et de mercure, ainsi que dans les exploitations agricoles appartenant aux colons espagnols. Dans les mines, les travailleurs étaient exposés à des risques de maladies liés à l'extraction minière, notamment le saturnisme provoqué par l'inhalation de poussière de plomb. Ils subissaient des mauvais traitements et étaient soumis à des sanctions sévères s'ils ne parvenaient pas à atteindre les quotas de production. Dans les exploitations agricoles, destinées à l'exportation vers l'Espagne, tout en maintenant les Quechua dans la pauvreté et la dépendance. Le maïs, les pommes de terre, le blé, la canne à sucre, le café et le cacao étaient récoltés par les colons exploités sur le marché européen. Plusieurs révoltes indigènes ont éclaté contre le régime colonial et les structures socio-économiques oppressives. L'une des rébellions les plus marquantes a été dirigée par Tupac Amaru II entre 1780 et 1781, regroupant les résistants Aymara et les Quechua. Bien que cette rébellion ait été violemment réprimée, elle a inspiré d'autres mouvements de résistance au cours du XIXe siècle. La reconstruction historique de la grande révolution sociale et indépendantiste de l'Inca José Gabriel Tupac Amaru a été portée à l'écran en 1985. Écrit et réalisé par le cinéaste péruvien socialiste Federico García Hurtado. Ce film a été financé par l'Institut cubain des arts et de l'industrie cinématographique, ainsi que par les organisations agricoles et urbaines de la ville de Cusco, au Pérou. Il représente à la fois un appel à la mémoire et les enjeux actuels d'autonomie des peuples amérindiens. Lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza boca arriba, mirando al infinito. Mais cette période est caractérisée par les guerres d'indépendance hispano-américaines, au cours desquelles les revendications d'autonomie de certaines élites coloniales, de plus en plus nationalistes, exclues des cercles politiques et économiques en Espagne, ont décidé de reprendre le contrôle économique et territorial de leur région. Pendant près d'un demi-siècle, à une série de révolutions et à la fin de la domination espagnole,
sur la majeure partie du continent américain. Les peuples autochtones, assujettis à cette bourgeoisie locale, ont été enrôlés dans ces forces armées. Après l'indépendance et la proclamation des républiques, les colons ont maintenu une structure de domination coloniale, exploitant la main-d'œuvre autochtone à des fins économiques. Les activités minières et agricoles ont été maintenues. La demande croissante sur le marché de nouveaux matériaux, notamment la laine, a conduit le colonialisme externe espagnol à évoluer vers un néocolonialisme interne et républicain. L'avènement de l'hacienda, de vastes domaines fonciers dirigés par les Gamonales au Pérou, les terratenientes dans la Nouvelle-Grenade, les estancieros en Argentine ou les yatifundios, a entraîné une expropriation massive des terres indigènes, reléguant les populations autochtones dans des terres peu fertiles. Cette nouvelle bourgeoisie, issue de l'indépendance, détenait un pouvoir quasiment absolu sur les terres, les ressources et les populations rurales. Ils étaient en mesure d'imposer leurs propres lois et règlements, de contrôler les marchés locaux et même d'influencer les décisions politiques au niveau régional ou national. Des révoltes paysannes ont éclaté contre les abus des propriétaires, mais ces soulèvements ont été présentés comme des menaces à l'unité nationale par les conservateurs et les libéraux. Une théorie répandue décrivait ces revendications comme un complot, prenant la forme d'une guerre de caste, où les indigènes chercheraient à exterminer la population blanche, ou même à restaurer l'empire inca, pour dissimuler ses dimensions économiques et sociales inégalitaires. Les tensions sociales se sont accrues avec le développement de l'idéologie socialiste européenne, entraînant des révoltes répétées dans les milieux ruraux. La Tierra Prometida, un film dramatique chilien de 1972 par Miguel Litin, toujours produit par l'Institut cubain des arts et de l'industrie cinématographique. Situé dans le contexte de la crise économique des années 1920 au Chili, touchant principalement les paysans et les travailleurs déplacés, il évoque l'espoir d'une république socialiste chilienne. L'émergence des mouvements révolutionnaires et la répression gouvernementale, symbolisée par le coup d'État militaire de 1973, ont directement affecté la production du film. Miguel Litin prend position en examinant cet événement historique sous l'angle du communisme chrétien, en mêlant le réalisme socialisme et le symbolisme religieux. Suite au manque de contrôle de certains territoires provoqués par ces révoltes, les États ont fait des concessions en offrant ainsi des titres de propriété aux communautés. Cette mesure a également permis à l'État de regagner du contrôle sur des zones jusque-là peu réglementées depuis l'indépendance. Les résultats ont été mitigés et les abus des propriétaires terriens n'ont pas été complètement éradiqués. Des soulèvements liés aux questions foncières ont continué jusqu'aux années 1960. Une tentative de réforme agraire n'a pas réussi à résoudre le problème de la concentration des terres. La mise en œuvre de ces mesures a varié d'un pays à l'autre, avec des degrés d'opposition et de réforme différents. Certains agriculteurs autochtones ont récupéré les terres de leurs ancêtres et ont expulsé les propriétaires fonciers lors de la prise de contrôle des gouvernements par des dictatures au milieu du XXe siècle, comme en 1952 en Bolivie avec Víctor Paz Estanzuelo et en 1968 au Pérou, Juan Velasco Alvarado, mais a paradoxalement accéléré les discriminations et la xénophobie envers les minorités et ostracisé des grandes villes. À ce moment-là, l'émergence de mouvements politiques autochtones s'est concrétisée dans le contexte tumultueux de l'Amérique du Sud. L'actualité violente des États et l'instabilité politique qui s'est développée dans les années 60 et 90 ont conduit à des guerres civiles à travers toute l'Amérique du Sud. Ces conflits ont été marqués par des luttes pour le pouvoir et des tensions idéologiques exacerbées par la guerre froide. Les dictatures militaires profondément anticommunistes, soutenues par les États-Unis et engagées dans une lutte acharnée contre toute forme de dissidence, ont réprimé violemment toute opposition. Les Quechua, en particulier, ont été ciblés de manière disproportionnée par les forces de sécurité gouvernementales en raison de leur supposée affiliation à des mouvements politiques socialistes. Cela s'explique en partie par la forte présence de populations Quechua dans certaines régions où les mouvements insurgés étaient actifs. Les autorités ont souvent utilisé des accusations infondées pour justifier des arrestations arbitraires
des actes de torture et même des exécutions extrajudiciaires dans le but de supprimer toute opposition perçue. En 1994, par exemple, les paysans et les peuples autochtones de Bolivie ont été au cœur de ce qui est devenu connu sous le nom de guerre de l'eau. Cette révolte était dirigée contre la privatisation de l'eau par le gouvernement bolivien, avec le soutien d'institutions internationales. Elle a été réprimée de manière brutale, entraînant la mort de plusieurs manifestants, sous le régime du dictateur de l'époque, Hugo Bencel Suárez. Malgré les défis et les dangers auxquels ils étaient confrontés, ces mouvements ont persisté dans leur lutte pour la reconnaissance de leurs droits et leur autonomie politique, pour la justice sociale et la démocratie en Amérique du Sud. À ces événements s'ajoutent les politiques de stérilisation forcée qui ont été menées sur les Amérindiens à leur insu pendant une grande partie du XXe siècle. Sous le régime d'Alberto Fujimori au Pérou, l'une de ces politiques a touché presque exclusivement les femmes Quechua et Aymara, totalisant plus de 200 000 cas. Ce programme de stérilisation a duré plus de 5 ans, de 1996 à 2001. Les médecins chargés des stérilisations étaient contraints d'atteindre les quotas gouvernementaux irréalistes. Non seulement elle a entraîné des souffrances physiques et psychologiques, mais elle a également eu un impact démographique et social à long terme sur ces populations. Malgré les revendications d'autonomie et de justice sociale de certains mouvements révolutionnaires, ont été fréquemment marqués par la méfiance et la violence. Un exemple significatif est celui du mouvement révolutionnaire maoïste Tupac Amaru. Les interactions entre ce mouvement et les communautés se sont rapidement dégradées. Tandis que dans certains cas, une solidarité s'est manifestée, dans d'autres, les relations sont restées tendues en raison de divergences idéologiques ou de stratégies militaires conflictuelles. Une manifestation extrême de cette tension a été observée avec les maoïstes du Sentier Lumineux au Pérou, dirigés par Abimael Guzmán. Ce groupe a adopté une politique de terreur dans leurs interactions avec les natifs pour maintenir leur emprise sur les régions où les peuples étaient présents. Cette violence indiscriminée a eu un impact dévastateur sur les communautés, exacerbant les tensions et les souffrances déjà présentes dans ces régions. Les populations ont été prises en étau entre les forces gouvernementales répressives et les guérillas, subissant les conséquences dévastatrices des conflits armés. Le pic de violence fut atteint lors du massacre de Lukanamalka en 1983, au cours duquel le Sentier Lumineux a fusillé une soixantaine de civils, principalement des Quechua, dans un village isolé des Andes péruviennes. Ce massacre tragique a été en réponse au lynchage d'Olegario Culitomay, un commandant du Sentier Lumineux, qui a été emmené sur la place du village, lapidé, poignardé et incendié par les habitants locaux et les patrouilles paysannes autonomes. Ce massacre a profondément enraciné la haine envers les révolutionnaires et a laissé des cicatrices durables dans les communautés. En raison des conflits armés et de la violence politique qui ont ravagé l'Amérique du Sud, de nombreuses communautés Quechua ont été contraintes de fuir leurs terres ancestrales pour échapper aux violences et se protéger. Les régions rurales des Andes ont été prises au milieu des affrontements entre les forces gouvernementales et les guérillas. Ces divergences idéologiques se reflètent dans les mouvements politiques et les organisations qui émergent au sein de ces communautés. Alors qu'une partie de ces communautés revendique un socialisme décolonial ancré à gauche, voire à l'extrême gauche, une autre faction adopte un ethno-nationalisme indigéniste. D'une part, l'Association plurinationale des réservistes de Tawantinsuyo et le mouvement ethno-cacériste incarnent une forme d'ethno-nationalisme indigéniste, prônant la primauté de l'identité ethnique, bien que considérés comme ennemis aujourd'hui, partagent une utopie politique similaire consistant à instaurer un régime basé sur une seule ethnie. Cependant, leur approche diffère considérablement avec le mouvement ethno-cacériste, adoptant des éléments de néofascisme dans son idéologie et ses symboles. Le mouvement ethno-cacériste assume pleinement son orientation idéologique en adoptant des symboles que le drapeau Wipala, un symbole traditionnellement associé au peuple andin, et le chacana, un symbole culturel important dans la civilisation andine, dans une colorimétrie rappelant le drapeau nazi. Les films abordant cette période sont relativement récents en raison de la pression sociale et du tabou politique entourant cette question. Le film Fausta, de Claudia Llosa, établit un lien entre les événements historiques et personnels. Dans le récit, la maladie de Fausta, le sein effrayé, est une manifestation physique de la douleur héritée de sa mère, violée pendant le conflit.
Cette maladie, basée sur une croyance populaire, sert de point de départ pour explorer les traumatismes transmis de génération en génération. Cette peur générationnelle et cette phobie sociale conduisent les personnes à l'isolement. Travaillant pour Aida, une femme de l'aristocratie de Lima, elle exploite la vulnérabilité de Fausta pour son profit personnel. Où Fausta peut enfin retourner dans son village pour enterrer sa mère, est empreinte de symboles de libération et de renaissance. Évoque un cycle de guérison et de connexion avec la terre et les ancêtres. Depuis l'avènement de l'hacienda et des vastes domaines dirigés par les élites locales jusqu'aux politiques discriminatoires et violentes des gouvernements autoritaires, les mouvements politiques ont émergé comme des acteurs cruciaux dans cette lutte. Cependant, même au sein de ces mouvements, des divisions internes persistent, reflétant des visions divergentes sur la manière de poursuivre leurs revendications. La question des alliances politiques et les compromis moraux au sein des mouvements révolutionnaires. Era un momento de alta prevalecencia del cine latinoamericano en Europa en esos años 77. ¿No? Y bueno, el hecho de que me pusieron a codearme con Visconti y Polanski y Orson Welles era para nosotros muy increíble. Decíamos aquí, creo que han cometido un grosso error. Jorge Sanjines est né à La Paz, en Bolivie, l'année 1937. Il étudie la philosophie en Bolivie, puis le cinéma au Chili, à l'Institut cinématographique de l'Université catholique de Santiago. Cinéaste et théoricien engagé, il réalise des documentaires et des longs métrages sur la dépendance, le sous-développement et l'exploitation du peuple indien. À plusieurs reprises, il est contraint de quitter son pays pour des raisons politiques, ce qui nourrit encore davantage son engagement et son exploration cinématographique des injustices sociales et politiques. En Bolivie, le cinéma social émerge à la faveur de l'effervescence révolutionnaire des années 1950, plaçant les communautés amérindiennes au centre des enjeux politiques et sociaux, ainsi qu'au cœur de la création cinématographique. C'est dans ce contexte que Jorge Sanjines, avec l'aide d'un groupe de cinéastes appelé le groupe Ucumau, du nom du premier film signé par ce groupe, se forme avec Oscar Solia, un cinéaste activiste argentin. Ucumau sort sur les écrans en 1966, 2 ans après la fin du processus révolutionnaire, interrompu par le coup d'État du général René Barrientos, qui renverse Paz Estenssolo, dont il était le vice-président. Jorge Sanjines avait bien évidemment soutenu le processus révolutionnaire de 1952. Mais alors que la révolution s'enlisait, Sanjines évoluait dans le droit fil idéologique tracé par la révolution cubaine, vers des positions révolutionnaires et plus proches de la gauche marxiste. Les théoriciens marxistes estimaient que le cinéma devait servir les intérêts de la classe ouvrière et contribuer à l'éducation et à la mobilisation des masses pour la construction d'une société socialiste. Ainsi, le cinéma soviétique était conçu comme un moyen de propagande et d'éducation politique, visant à promouvoir les idéaux communistes et à mobiliser le peuple autour de ces idéaux. Le travail collectif, la solidarité et la lutte contre l'oppression et l'exploitation, à travers une narration et un montage dialectique, visent à dépasser l'idéologie capitaliste. C'est dans cette école que Jorge Sanjines a développé son cinéma en l'adaptant au contexte bolivien. Il était convaincu que les films révolutionnaires pourraient aider à contrer l'impérialisme et où une connaissance générale s'était répandue sur le soutien que l'armée américaine avait apporté au gouvernement bolivien contre Guevara. En raison de la similitude avec les mouvements nationalistes vietnamiens, la Bolivie favorisait grandement la mobilisation contre le gouvernement américain. Le collectif réalise leur premier long métrage, Ucumau, un film en noir et blanc. L'histoire de l'outrage de Paulina, aux mains de Rosendo, un contremaître métis cruel qui la viole, et la mort ultérieure de Paulina se produit alors que son mari pêche dans le lac. À son retour, et en apprenant le crime, il complote silencieusement la vengeance. Finalement, Rosendo est acculé et en duel au corps à corps, la vengeance est consommée.
Le film dépeint un rapport de classe et de racisme entre le paysan amérindien et le colon contremaître. Montrer le conflit de l'Indien, dont la culture est constamment encerclée, pressée de toutes parts par la culture occidentale, et du métis, qui représente cette culture occidentale, mais sous une forme rabaissée. En voulant binariser cette relation, Jorge Sanjines développe une vision fantasmée des peuples amérindiens et de leur rapport à l'environnement. L'amérindienne, jugée beaucoup plus profonde avec la nature que le métis avec sa propre réalité, car la position du métis est une position de fuite devant cette réalité, alors que l'Indien, avec tout le primitivisme matériel de son mode de vie, avec tout le sous-développement technique qui est le sien, est plus authentique et plus humain à la nature. Fermement opposé à l'Occident moderne, Jorge Sanjines explore une perspective profondément anti-moderne, cherchant à retrouver les racines des modes de vie pré-industriels. Il loue des cultures ancrées dans une symbiose totale entre l'homme et la nature, et rejette avec véhémence les valeurs et les progrès de la société contemporaine. Pucamaú est considéré comme le premier long-métrage bolivien. Le deuxième long-métrage de Sanjines, connu sous le nom de Yawar Maiku, ou Le sang du condor en français, marque un tournant décisif dans la reconnaissance du cinéma de Jorge Sanjines à l'échelle mondiale. L'intrigue se déploie au cœur d'un petit village isolé, dans les montagnes des Andes boliviennes. Ignacio est le malki du village andin de Caata, c'est-à-dire le chef de la communauté. Accompagné de sa femme Paulina, il va enterrer des petites poupées au sommet d'une montagne, en souvenir de leurs 3 enfants morts lors d'une épidémie. D'un coup, les forces de police assiègent un groupe d'Indiens Quechua. Ignacio, froidement abattu sur ordre de fuir, survit miraculeusement malgré des blessures graves et est emmené à La Paz par sa femme Paulina dans l'espoir de trouver de l'aide auprès de son beau-frère Sixto, qui a rejeté ses racines indiennes. Alors qu'Ignacio est hospitalisé, Paulina partage avec Sixto le récit des événements tragiques qui ont frappé le village. Paulina découvre également que d'autres femmes du village sont devenues stériles, malgré les rituels de fertilité qu'elles ont pratiqués. L'état de santé d'Ignacio se détériore rapidement et une transfusion sanguine devient vitale pour sa survie. Malheureusement, faute de moyens financiers, Paulina et Sixto se heurtent à l'indifférence et au mépris en cherchant de l'aide. Pendant ce temps, lors d'une visite fortuite à l'hôpital américain, des médecins ont stérilisé des femmes indiennes sous prétexte de soins gynécologiques. Ils investissent la clinique incriminée, armés, et infligent leur propre forme de châtiment en castrant les médecins américains, avant qu'Ignacio, épuisé, ne succombe. Le sang du condor aborde le thème de la stérilisation forcée des femmes boliviennes par les membres du Corps de la Paix dans les années 1960. Cette agence gouvernementale américaine, agissant comme un outil de l'impérialisme, visait à promouvoir l'idéologie atlantiste et à façonner l'éducation, la santé et l'économie dans les pays non alignés, notamment pour contrer les mouvements révolutionnaires anti-impérialistes en expansion. Sanjines a réagi aux rumeurs circulant via la radio de La Paz, sur un centre de maternité du Corps de la Paix, près du lac Titicaca, où des femmes auraient été stérilisées sans leur consentement. Bien que le Corps de la Paix ait nié ces allégations, des témoignages, notamment de gynécologues, ont corroboré ces faits pour certaines femmes. Le groupe de Sanjines a considéré cette pratique comme une menace, surtout en raison du taux élevé de mortalité infantile en Bolivie et du faible taux de population historique du pays. Ils ont interprété ces stérilisations secrètes comme une tentative essentiellement fasciste de l'impérialisme américain pour réduire la population indigène et maintenir son contrôle sur le pays. Le film a suscité des réactions vives. Certains l'ont qualifié de document radical sur la vie et les relations sociales en Bolivie, et le gouvernement américain a même interdit sa diffusion. Pourtant, il a été un succès retentissant, vu par environ 450 000 Boliviens, devenant ainsi le film bolivien le plus populaire jamais réalisé. Il a également stimulé les demandes d'enquête sur les activités du Corps de la Paix dans le pays. Sous la pression générée par le film, le Corps de la Paix a cessé sa distribution de contraceptifs et rappelé son personnel des centres de santé concernés. En 1971, grâce en partie à l'influence du film, le gouvernement bolivien a finalement expulsé le Corps de la Paix du pays. Étant donné que cet événement ne pouvait pas être entièrement documenté,
Jorge Sanjines l'a recréé de manière imaginative pour l'écran. Cela lui a partiellement permis d'avoir une liberté pour développer son histoire à travers des personnages fictifs, chacun représentant un archétype de la société bolivienne de l'époque. Ces personnages font partie de la classe ouvrière bolivienne, imprégnée de traditions, mais victime de violences institutionnelles engendrées par la politique étrangère impérialiste américaine. Il s'agit d'une guerre culturelle, les Quechua étant perçus comme inférieurs économiquement, car l'aide humanitaire leur est soit interdite, soit confisquée. À l'opposé, les Américains sont vus comme des envahisseurs qu'il faut chasser, dont le mode de vie et la culture sont teintés de capitalisme. Ces deux mondes ne peuvent cohabiter ensemble. Cette situation de confrontation est le point de départ majeur du film, et la seule alternative est la guérilla. Plus précisément, l'action révolutionnaire du collectif s'oppose à l'action individuelle. Et dans la métaphore de fin du film, avec des armes levées. Les tensions sociales et politiques de l'époque, ainsi que les luttes internes et externes auxquelles est confrontée la société bolivienne, sont mises en scène à travers des personnages symboliques et en explorant les mécanismes de la lutte collective. Toute situation d'intégration ou de paix semble impossible. Le personnage de Sixto représente en fait la réponse à ceux qui pensent que la cohabitation est possible. Au début, son identité indienne est masquée. Il s'habille à l'occidental et affiche sur ses murs des photos de femmes blanches. Cependant, le drame vécu par son frère, le récit de sa belle-sœur et la réalité qu'il découvre peu à peu le font évoluer. Initialement aliéné de sa propre identité culturelle, il adopte les coutumes et les symboles de l'oppresseur, cherchant à s'intégrer dans un monde qui le rejette. À la fin du film, il a troqué sa veste en cuir contre un poncho, symbolisant son retour à ses racines, signe de son engagement dans la lutte. Sanjines a développé une approche populaire visant à inclure la population dans l'ensemble des processus cinématographiques. Après le tournage, un narrateur était envoyé dans chaque village indien pour présenter le film. Il apportait avec lui des photographies, décrivait aux villageois les événements et les scènes. Cette technique était une adaptation des Amautas, des historiens oraux qui combinaient des récits et préservaient l'histoire de génération en génération, en l'absence de langue écrite. Peuvent être qualifiées de méthode cinématographique du peuple, une approche également utilisée par Guevara et d'autres guérilleros pour mobiliser la communauté indigène vivant dans les villages, afin de gagner leur confiance et leur soutien pour la révolution. Cette méthodologie représente l'une des formes les plus étroites de collaboration entre le cinéma documentaire et le processus révolutionnaire. Pendant le tournage, l'équipe a d'ailleurs rencontré des difficultés à mobiliser les habitants ruraux en raison des rumeurs selon lesquelles des communistes seraient dans les parages pour piller. Le choix a été de s'adapter à leurs rituels pour rassurer les habitants de leurs intentions. Après la projection du film dans un village, un dialogue était initié avec le public, reflétant les thèmes de l'oppression présentés dans le film et stimulant la prise de conscience révolutionnaire. Les deux films ont été doublés en quechua et dans les langues indiennes de la région des Andes, et des sous-titres ont été ajoutés pour les Boliviens urbains et internationaux. Cette expérience a permis de sensibiliser les Indiens au cinéma et d'encourager le développement d'une conscience révolutionnaire parmi eux. Sanjines critique les cinéastes radicaux qui utilisent le langage cinématographique de l'impérialisme et recourent à des dispositifs capitalistes tels que la publicité. Son esthétique reste assez peu révolutionnaire. Il est fortement imprégné de la narration européenne, notamment le néoréalisme des années 40, qui est très fataliste et nihiliste. Beaucoup estiment que Le Sang du Condor est un film hybride, coincé entre le cinéma militant et les conventions narratives traditionnelles, considérées comme bourgeoises, dans l'espoir de capturer des notions de la réalité bolivienne, les compromis esthétiques et idéologiques que les cinéastes militants peuvent être amenés à faire lorsqu'ils cherchent à transmettre leur message au public. Certains soutiennent que l'adoption de trop de conventions narratives occidentales risque de diluer le message révolutionnaire du film. Soulève des questions sur la véritable volonté révolutionnaire de Jorge Sanjines et du collectif dont il fait partie. C'est en partie pour cela qu'il devient avec le temps le film le plus connu de son réalisateur. Le gouvernement militaire, dirigé par le général Hugo Benser Suárez, a saisi et exilé Sanjines en 1971, rendant son groupe radical Ucamaú vulnérable aux attaques et obligeant Sanjines à réaliser des films en dehors de la Bolivie. Le troisième film de Jorge Sanjines, Corrare del Pueblo, La Nuit de San Juan, réalisé en 1971, aborde indirectement l'impérialisme américain
en se concentrant sur la répression d'une grève des travailleurs de l'étain par le gouvernement bolivien en 1967. San Gines poursuit sa démarche cinématographique engagée en créant des films destinés à susciter une action révolutionnaire. Cette fois, le cinéaste pousse la représentation encore plus loin, adoptant une approche plus viscérale. Sa réalisation s'inscrit davantage dans l'esthétique du cinéma avant-gardiste soviétique, avec une intensité et une audace visuelle qui rappellent les expérimentations de cette époque. Son quatrième film est l'Enemigo Principal, l'ennemi principal, réalisé en 1974 au Pérou, traite également d'un événement réel survenu en 1963 et met en lumière les luttes des villageois indiens pour obtenir justice face à un propriétaire terrien. Pero fueron tan bien organizados y una resistencia tan metódica. Les efforts cinématographiques de Jorge San Gines, son travail militant, s'inscrit pleinement dans le mouvement du troisième cinéma, qui pose le dilemme néocolonialiste et la nécessité d'un cinéma de subversion ou d'un cinéma révolutionnaire. Trouver une alternative entre le cinéma capitaliste hollywoodien et le cinéma bourgeois d'art européen. Ces films ont également été sujets à des critiques pour leur esthétique souvent imprégnée de narrations occidentales, soulevant ainsi des questions sur la véritable nature révolutionnaire de son travail. Malgré cela, son engagement à travers des films comme Le Sang du Condor a contribué à sensibiliser aux luttes et aux injustices subies par les peuples en Amérique latine. Alors que les réalisations cinématographiques de San Gines ont été entravées par la censure et l'exil, elles ont néanmoins ouvert la voie à une prise de conscience et à des discussions sur les problèmes sociaux et politiques persistants dans la région andine. Son travail a témoigné de la puissance du cinéma en tant qu'outil de mobilisation sociale et de résistance, même face à des régimes autoritaires et à la répression politique.